arrive in the canyon. That's where I long to be with my three good companions. Just my rifle, pony and me. Bonjour à toutes et à tous, ou bonsoir, et ça dépendra de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission. Aujourd'hui, nous allons parler d'un film qui est sorti depuis même bientôt un mois, en DVD Blu-ray, un très beau combo. C'est 24 frames, comme on dit déjà, Flavien? On dit frames? En persan, je ne sais pas, mais en anglais, frames. Frames, parce que je ne suis pas très anglophone. C'est le dernier film d'Abbas Kiarostami que nous connaissons. Abbas Kiarostami, on en a parlé sur cette chaîne Microciné. Ce film a été réalisé en 2016, quelques mois avant sa mort. Le film est sorti en 2017 à titre posthume au Festival de Cannes. Et on le redécouvre aujourd'hui grâce à cette sortie DVD chez Potemkin. Et j'ouvre une petite parenthèse. Merci Thierry Vidot pour l'aide apportée à la conception de cette émission. Je la referme. Pour parler de cela, de ce cinéaste important, de ce film important, il y a Flavien Poncet qui est à côté de moi et que je remercie d'emblée d'avoir accepté mon invitation. Merci beaucoup Flavien, je te salue. Comment vas-tu? Très bien, très bien. Ça va très bien parce que, on va en parler un petit peu, mais je travaille dans un cinéma, donc depuis 2-3 semaines, ça va parfaitement bien. Très bien aussi parce que je te remercie moi aussi à mon tour m'inviter, de me donner l'occasion d'échanger avec toi, bâton rompu, comme tu le fais souvent sur Microciné, et puis plus précisément sur un réalisateur que j'aime particulièrement, Abbas Kiarostami, et un film sur lequel il y a plein de belles choses à dire. Donc pour l'instant, ça va très bien. Ça va très bien. Flavien, je le connais depuis très longtemps. Je lui avais proposé un projet il y a quelques années de cela. C'était lors des rencontres cinématographiques, les rencontres internationales des cinémas arabes organisées par l'association Aflam. L'idée, si je me souviens bien, c'était que tu choisisses. Alors, c'est terrible, je me souviens plus. Je crois que c'était 2 films. Il fallait choisir 2 films, je crois. Un film arabe, en tout cas un film africain. Voilà, c'est ça. Et un film qui ne soit pas. Voilà. Et qu'il y ait un dialogue. Et je t'avais demandé de venir. Et il y avait La Vierge, les Coptes et moi, un film égyptien. Voilà. Et il y avait un film de Pasolini, La Ricotta. Et c'était l'occasion idéale de voir La Ricotta sur grand écran. Alors bien sûr, La Vierge, les Coptes et moi, mais qui était sorti il y a quelques mois auparavant. Et de mettre ces 2 films en dialogue, le traitement de la religion et surtout le traitement assez iconoclaste de la religion chrétienne, c'était assez passionnant, et je me souviens d'un débat avec un public très éclairé. Oui. C'était une soirée vraiment agréable. Et Flavien Poncet est critique de cinéma. J'ai découvert un article qu'il a écrit récemment pour la revue des cultures d'Asie en ligne, Istasia, que vous connaissez très bien parce que souvent on invite Kefren Mantout ou Justin Quedi, etc. Un article qu'il a écrit donc sur ce film de Kiarostami. Et Flavien est aussi donc directeur d'exploitation de 3 salles de cinéma à Lyon. C'est bien ça? Tout à fait. Ouais. Avant qu'on commence à parler de tout ça, j'aimerais bien qu'on parle un peu de ce métier, de ce métier extraordinaire, et de comment tu te sens actuellement, comment ça se passe depuis quelques jours, depuis plus d'une semaine. Tu m'as dit quelque chose hors caméra, j'aimerais bien que tu le répètes sur cette sensation. Tu as eu une sensation bizarre. Oui, ce sentiment que les salles se sont refermées fin octobre, on a rouvert donc le 19 mai, qui est une sorte de vide spatio-temporel, et qu'on a repris comme là où on s'était arrêté. Bon, déjà parce que les consignes sanitaires sont restées les mêmes, mais aussi parce que le public, c'était un peu notre appréhension. On avait ce sentiment trouble de joie et d'appréhension, joie de pouvoir reprendre, joie de pouvoir revoir des films en salle, et appréhension de savoir si le public allait continuer à répondre présent, parce qu'entre-temps, faut pas se le cacher, hein, Netflix, Amazon, Disney+, mais aussi des très belles plateformes VOD comme Mubi, Univers Ciné, Cinétech, avaient fait un bel éclat. Donc on se demandait, est-ce que le public va revouloir goûter au plaisir et à ce sentiment de la salle de cinéma? Et il s'est avéré que oui, plus que jamais, le public, en tout cas en France, j'insiste là-dessus, quand on sait combien il y a des salles de cinéma, des centaines qui ont fermé aux États-Unis, en Corée du Sud, un peu partout dans le monde. En tout cas, en France, il y a une vraie cinéphilie qui fait que de retrouver le public, ça a quand même été professionnellement et personnellement
un vrai baume au cœur, quoi. Mais est-ce que tu as retrouvé aussi, après les projections de films, le dialogue, la conversation avec les gens? Ça m'intéresse de savoir ça. Alors, les débats en salle, pas encore tout à fait. Ouais. Pas encore tout à fait, puisque là, on est sur des jauges réduites à 35%, donc on n'organise pas vraiment de débat. On essaie surtout de gérer un peu les frustrations, parce que forcément, avec des films aussi forts comme on a en ce moment, il y a certaines séances qui font vite complet. Par contre, on va en faire bientôt, puisqu'on va faire l'avant-première de Nomadland. Et Amandine Gay, réalisatrice documentariste, va sortir un film autour de l'adoption. Et on va faire un débat autour de ce film-là. Et on a plusieurs festivals. Donc là, on va retrouver effectivement cet accompagnement de la séance avec une circulation de la parole et avec une confrontation des points de vue qui fait, quand on travaille dans une salle de cinéma, et c'est aussi un peu le sel de la vie d'exploitant. C'est de faire voir un film à un public et de faire un devoir presque citoyen d'éducation populaire et de confrontation de points de vue, quoi. Ça, j'ai hâte de retrouver. Ouais. Ouais, non, mais c'est pour ça que je te posais la question. Écoute, avant qu'on commence à parler de Kiarostami, écoute, tu es là, tu es responsable d'exploitation, je ne peux pas te lâcher comme ça. Parle-moi un peu de ces 3 salles de cinéma, s'il te plaît. Alors, c'est dans le centre-ville de Lyon. C'est 3 salles de cinéma qui font partie de l'histoire de Lyon. Il y en a une qui se trouve, alors pour les Lyonnais, ça leur parlera, à Terreau, une autre à Bellecour et une autre qui s'appelle La Fourmi, qui est une salle de continuation, qui est une petite salle qui, comme La Fourmi de la Fable de La Fontaine, conserve les films longtemps. Et avec ces 3 salles et leur fonctionnement, on essaie, expression que j'aime bien prendre souvent, de lutter contre l'obsolescence programmée des films et de faire en sorte que la durée de vie d'un film, c'est pas que 3 semaines. Pour certains, ça a même été 1 an, Parasite, qu'on a gardé 1 an. Donc, ces 3 salles qui sont dans le centre-ville de Lyon, qui, je le disais, ont fait partie de l'histoire de la salle de cinéma, qui fait partie de l'histoire du cinéma. L'histoire de la salle, ça fait partie de l'histoire de l'art, et qui ont été rachetés par l'Institut Lumière, qui est la Cinémathèque de Lyon, qui est le berceau du cinéma, qui ont été rachetés par l'Institut Lumière, sauvés de la faillite dans laquelle elles commençaient à être, et avant qu'elles ne deviennent de nouveau Monoprix ou Kebab, restent en tout cas des salles de cinéma. Et donc, c'est des salles qui, chacune, ont leur identité propre. Terreau, plus la RSC, comme on dit, porteur, les grands films d'auteur. On a cette semaine, par exemple, le nouveau film de Lucas Bellevaux et de Céline Sciamma. Bellecour, elle, plus spécialisée dans les films documentaires, les films pointus, les films d'art et essai, recherche et découverte. Typiquement, 24 Frames, s'il était sorti au cinéma, ça aurait été aux Lumières Bellecour. Et puis, La Fourmi, donc, comme je le disais, qui est une salle de continuation, une salle qui, 3-4 semaines après leur sortie, garde les films à l'affiche, ce qu'on appelait à l'époque de seconde exclusivité. Et ça a permis, comme ça, au public de revoir après le confinement les choses qu'on dit, les choses qu'on fait. Antoinette dans les Cévennes, Tout simplement noir, Un fils, enfin voilà, de revoir un peu les meilleurs films d'avant le confinement. Parlons maintenant, merci beaucoup d'avoir pris quelques minutes comme ça pour nous parler un petit peu de ce que tu fais au quotidien et de ce que et surtout ce quotidien extraordinaire, ce que tu fais au quotidien depuis quelques jours plutôt. C'est ce qu'on sait, c'est surtout ça qu'il faut préciser. Abbas Kiarostami, c'est qui, c'est quoi pour toi? C'est-à-dire que qu'est-ce qu'il représente? Je te parle pas de manière objective, dans le cinéma mondial, je ne vais pas avoir l'outrecuidance de te demander ce qu'il représente dans le cinéma mondial, mais pour toi, qu'est-ce qu'il représente Kiarostami? Et puis surtout, c'est une question que je pose souvent, que je pose sans cesse pour essayer de bien cerner l'origine. C'est quand est-ce que tu découvres ce cinéaste, à travers quel film, et surtout, est-ce que tu savais déjà qui était ce cinéaste quand tu as découvert ce film? Et puis, à la longue, qu'est-ce qu'il représente pour toi dans ton rapport à l'image? Alors, je crois que j'ai découvert Kiarostami avec Le goût de la cerise, qui est un film à l'expérience très personnelle, inoubliable, vraiment. Parce que c'est un film que j'ai trouvé très ennuyeux au début. Cet homme qui sillonne les vallons de l'Iran rural à la recherche d'on ne sait quoi. Il est seul dans sa voiture, il demande à un homme de venir l'aider. Alors, il y a plusieurs hypothèses naturellement qui naissent à l'esprit du spectateur quand on voit le film. Est-ce que c'est pour l'accompagner faire un travail? Est-ce que c'est pour une relation homosexuelle secrète? Il y a plein d'hypothèses qui germent et qui d'ailleurs, dans les différents textes qu'on peut lire autour du film, sont souvent les mêmes qui reviennent. Donc, c'est dire combien Kiarostami ménage très, très bien ses scénarios.
Donc voilà, j'ai trouvé très ennuyeux la première partie du film, jusqu'à ce que, et je ne déflorerai rien, mais jusqu'à ce que le titre du film, le goût de la cerise, ce que représente le goût de la cerise, prenne son sens. Et là, c'est effectivement le miracle rossellinien, l'épiphanie superbe, c'est la révélation. Et pour moi, ça a été vraiment un coup de cœur superbe, d'autant plus fort que je commençais vraiment à un peu décrocher du film. Et cette révélation de la teneur du goût de la cerise, ça m'a soufflé. Et je me suis dit, voilà, je connaissais de réputation Kiarostami. Voilà, je savais que c'était le patron du cinéma d'auteur international iranien. Et là, j'avais la preuve par l'image, avec le goût de la cerise, que c'était effectivement, que la réputation n'était pas usurpée. Et ça m'a donné envie, du coup, de découvrir d'autres de ces films que je n'ai pas découverts tout de suite, mais que pour la majorité, j'ai découvert là, les derniers mois, pendant le confinement précédent, redoublé en plus avec les découvertes de 24 Frames. Et passer cette découverte, aujourd'hui, pour moi, Kiarostami, ce n'est pas un cinéaste iranien, c'est un artiste. Et comme tout artiste, c'est quelqu'un qui invente sa propre cartographie, qui invente sa propre topographie du monde à travers une topographie de l'imaginaire. Et là, je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir sur 24 Frames. Et pour moi, c'est vraiment un artiste dans la mesure où c'est quelqu'un qui s'affranchit des frontières de « je suis un cinéaste iranien, je suis un documentariste, je suis un auteur plasticien ». C'est ça et c'est beaucoup plus que ça. Est-ce que la question dans les films de Kiarostami, cette question de comment placer la caméra, où la placer, est-ce que c'est une question qui est très importante chez lui? Alors, il me semble que oui. Il me semble que même pour lui, la réponse, elle est politique. Kiarostami, c'est celui qui a inventé ce dispositif. Alors, il ne l'a probablement pas inventé, mais en tout cas, il se l'est approprié, le dispositif de la voiture, comme un point de vue pour orchestrer une traversée du monde, ou en tout cas une traversée du réel. Et le fait que la voiture, cet habitacle de l'intime qui circule dans la sphère publique, dans l'espace public, et cette dialectique entre l'intime et le public, qui est forcément une dialectique politique, elle est très très forte chez Kiarostami, et elle répond à cette question que tous les cinéastes se posent et que les spectateurs se posent à travers eux, de où est-ce que se place la caméra et qu'est-ce que ça nous raconte ce placement-là. Et le fait de mettre sa caméra très souvent dans différents films comme Le goût de la cerise, mais aussi Ten on Ten, ou encore Like Someone in Love, le fait de mettre cette caméra dans la voiture et de traverser le réel à travers cette voiture, c'est une réponse politique. Et ça dit aussi quelque chose de comment on arrive à se ménager une liberté dans l'espace public, en Iran bien sûr, mais dans le monde en général. Quand il fait ce film qu'on a vu, toi et moi, et dont on va commencer à en parler, quelle est la place qu'occupe Kiarostami actuellement dans le cinéma et surtout où est-ce qu'il en est de ses travaux sur l'image ou avec l'image quand il se met à travailler sur le projet de 24 frames? Alors, je n'aurai pas de réponse définitive, je ne pourrais pas répondre à sa place. De ce que je sais de ce qu'a témoigné son fils, Ahmad Kiarostami, notamment au Lincoln Center, quand il a présenté le film, un témoignage qui est disponible justement dans le très beau Blu-ray de Potemkin. C'est un film qu'il a approché. Alors, tu m'accorderas ça, l'image est ultra compassée, mais voilà, vraiment comme un film testamentaire. C'était pour lui, je crois, la touche finale de son œuvre. Il l'a approché comme ça. Alors, comme Manuel d'Oliveira, qui a fait beaucoup de films testamentaires, qui a fait beaucoup de derniers films. René aussi a fait beaucoup de derniers films. Là, je pense que Kiarostami avait, parce qu'il était déjà malade, il le savait, comme Tarkovsky, avec lequel le film dialogue beaucoup. Comme Tarkovsky, quand il réalise Le Sacrifice, il est très malade. Il sait que c'est la touche finale de son œuvre. Kiarostami, je pense qu'il est dans le même état d'esprit quand il tourne et quand il monte, surtout 24 Frames.
Tarkovsky, dans Le Sacrifice, il y a cette grande, fameuse, incroyable séquence finale. Bon, tout le monde la connaît. Enfin, quand on connaît Tarkovsky, on connaît cette séquence finale Ouais. qui se termine sur une destruction de quelque chose. Finalement, c'est pas forcément une destruction, c'est plutôt une renaissance de quelque chose. Il faut vraiment voir Tarkovsky pour le croire. Quand on découvre ce film de Kiarostami, le fait d'utiliser ce dispositif filmique, photographique, en tout cas un dispositif incroyable face à l'image, j'ai cette impression, et là par contre, si tu n'es pas d'accord avec moi, n'hésite pas à me contredire, mais j'ai cette sensation qu'il revient un peu aux origines de quelque chose. Oui. C'est très troublant cela. Oui. Alors pour revenir sur la comparaison avec Tarkovsky, c'est un procédé que Tarkovsky et Buñuel eux-mêmes avaient fait, c'est-à-dire qu'il y a cette obsession très saine, je trouve, chez l'artiste quand il fait sa dernière œuvre, en tout cas chez les grands artistes quand ils signent leur dernière œuvre, de boucler la boucle. Le dernier plan du Sacrifice, c'est un panoramique sur un arbre, et c'est précisément un panoramique ascendant, là où le premier plan de L'Enfance d'Ivan, le premier film de Tarkovsky, c'est un panoramique descendant sur un arbre. Et Buñuel, on se souvient du dernier plan du Charme discret de la bourgeoisie, ou plutôt de cet obscur objet du désir, son dernier film, où c'est une femme qui coud, quand on sait que l'un des premiers plans de Buñuel, c'est justement cet œil qui est ouvert. Et il y a cette idée aussi chez Kiarostami de boucler la boucle, de revenir à une origine. Et non seulement, et c'est là la dimension gigantesque de Kiarostami, non seulement son origine à lui en tant qu'artiste, en tant qu'être humain, en tant que photographe, cinéaste, mais aussi l'origine du cinéma. C'est un film, 24 Frames, qui parle bien sûr de Kiarostami en creux, mais aussi et surtout du cinéma en général. D'où il vient et où il va. Est-ce qu'il recherche une vérité? Est-ce qu'il a toujours voulu rechercher une vérité dans la juxtaposition des images? Est-ce que c'était ça son idée à Kiarostami? Parce que j'ai cette impression-là que dans ce dernier-là, il y a comme s'il y a une envie de chercher une espèce de vérité en retravaillant une image, en essayant de comprendre comment c'était avant et comment ça pourrait être après. Il y a comme ça une forme de recherche de vérité qui est assez incroyable chez lui, et notamment dans ce film-là. Oui, alors moi le sentiment que j'ai avec Kiarostami, c'est ce qui rend ces films aussi passionnants, c'est qu'il y a la certitude que la vérité n'existe pas, ou que la vérité est ailleurs. En tout cas, elle est extrêmement trouble. C'est le cas de films comme Close Up, comme Le goût de la cerise, comme Et la vie continue, même dans ses premiers films, où déjà cette question de la porosité et le revers de la vérité en son contraire, elle est très très forte. Et dans 24 Frames, il y a l'idée de tendre à la vérité, de voir qu'est-ce qu'il y a derrière les images, ou comment animer quelque chose de mort pour la rendre plus vraie que nature, quelque part, et en même temps de montrer la limite de ça, de dire on tend à la vérité, mais la vérité est toujours quelque chose qui fuit à mesure qu'on l'approche. La vérité est une sorte d'arc-en-ciel, quelque chose qui pourrait nous illuminer, mais qui disparaît aussitôt qu'on le touche. Et ça, c'est très, très sensible dans tout le procédé de 24 Frames. Alors, il y a 24. Alors, pour celles et ceux qui ne connaissent pas ce film, il faut savoir que donc il y a 24 plans qui sont fixes. Le premier, c'est différent, on va en parler après. Il y a donc 23 ou 24 plans fixes dans lesquels on voit des animaux, plus ou moins, et il y a comme ça il y a un véritable travail aussi sur la durée, la notion de durée. Et j'aimerais que tu me parles un peu de ce premier plan, de cette première pause. Et selon toi, qu'est-ce qu'elle représente pour toi, cette première pause, par rapport aux 23 autres? Moi, quand j'ai lancé le Blu-ray, je savais que ça allait être 24 plans et que chacun allait donner une surprise de qu'est-ce que va être chacun des plans, de quoi va être composé le plan suivant. Et je ne m'attendais pas du tout à ce que le premier plan soit ça. Et je ne m'attendais pas du tout à ce que le dernier plan magnifique soit celui qu'il est. Mais le premier plan, c'est une peinture très célèbre, même pour les cinéphiles, c'est Chasseur dans la neige de Bruegel l'Ancien, très célèbre parce qu'on la voit aussi dans, par exemple, Solaris de Tarkovsky, ou encore dans Mélancolia de Lars von Trier. Donc c'est un tableau, une peinture que l'on connaît, qui nous évoque quelque chose.
Et surtout qui nous surprend parce que ce tableau et cette peinture, elle est animée. On voit de la fumée sortir d'une cheminée, on voit des oiseaux traverser la colline de neige, on voit des chiens s'animer, on voit le tableau vivre en fin de compte. Et on se dit, ah, d'accord. Donc on est vraiment chez Kiarostami. On est vraiment chez quelqu'un qui prend le réel existant tel qu'il est enregistré, la captation d'un tableau, et qui à partir de ça va jouer. Le principe de jeu, le principe ludique, le principe même enfantin du jeu, il est très très fort chez Kiarostami, de ses premiers films jusqu'à celui-là. Et donc, on voit un artiste au crépuscule de sa vie qui s'amuse, qui joue, qui recompose le réel au gré de son désir, au gré de ce qu'il imagine, et qui fait en tout cas rencontrer le réel avec l'imaginaire. Pardon de t'interrompre, mais le fait de le recomposer, ce réel, est-ce que ça peut aussi être casse-gueule, ça peut aussi, bon, c'est très provocateur ce que je fais, mais ça peut être casse-gueule de le recomposer ce réel parce que ça peut aussi déréaliser et rendre kitsch le concept. Ouais. Est-ce que toi, tu as eu ce sentiment-là? Non, je n'ai pas eu ce sentiment-là, mais je pensais à celles et ceux qui ne connaissent pas Kiarostami, qui n'ont pas cette habitude de voir ces films-là et qui peuvent être surpris déjà par ce premier plan. Oui, il y a un côté un peu vraiment iconoclaste, c'est-à-dire, waouh, il ose. Alors, il n'y a rien de choquant, hein, mais quand même, on se dit, d'accord, il ose ce truc qui, comme tu le dis, peut être assez borderline. S'amuser à faire animer des choses aussi sacrées qu'un tableau célèbre comme les chasseurs de neige de Bruegel l'Ancien. Bon, faut oser le faire. En tout cas, faut que ça marche. Faut qu'on y croie. Et comme tu l'as dit précisément, faut pas que ça paraisse kitsch. Et en fait, il le fait avec beaucoup de sobriété. Ça, c'est vraiment une des qualités du film, c'est que tout ça est très sobre. Alors, c'est une des qualités, mais la vérité, c'est que je pense que c'est aussi une de ses limites auprès d'un certain public qui pourra passablement s'ennuyer devant le film. Et je le dis d'autant plus qu'il a utilisé un procédé presque similaire dans Five, qui est un film d'1h30 composé de 5 plans. Alors pour le coup, c'est une captation audiovisuelle, 5 plans de nature qui se succèdent. Et notamment avec un dernier plan qui a fait beaucoup écrire de une demi-heure du reflet d'une lune dans une flaque d'eau la nuit, avec un orage. Donc Five, moi je l'ai trouvé assez ennuyeux, hein, je le dis sincèrement, alors que ça marche très bien, je trouve, dans 24 Frames, parce qu'on se dit de quoi va être composé le plan suivant, comment est-ce qu'il va s'amuser à jouer d'effets spéciaux pour redonner vie à des images photographiques, et comment surtout il y a des jeux de résonance et de rimes d'un plan à l'autre, il y a des motifs qui reviennent et qui sont recomposés, puisque les 23 autres plans qui composent, en tout cas qui suivent le premier plan, sont tous composés d'éléments qui sont dans le tableau. Tous les éléments qui sont dans le tableau, un chien, des arbres, de la neige, des hommes, des coups de feu, des cheminées, tous ces plans-là sont réutilisés dans chacun des 22 plans suivants, puisque le 24e, le dernier plan, lui, réinvente complètement autre chose. Mais voilà, il y a quelque chose de très, très ludique. Il y a un jeu de marabout bout de ficelle qui compose et qui construit 24 Frames, qui fait qu'on suit le film avec beaucoup d'entrain et beaucoup de passion. Donc la particularité de ce film, c'est ce tableau dans lequel il y a plusieurs sortes, c'est un tableau composé de récits tiroirs comme ça. Et ce que va faire Kiarostami, c'est se dire tiens, tel personnage ou tel motif, c'est quoi son histoire? Et donc de prendre chaque histoire individuelle en fait et d'imaginer des plans sur chacune de ces histoires. C'est comme ça qu'il travaille son récit finalement. Ouais, il y a un côté un peu Toy Story. C'est comme un enfant qui serait devant le tableau et qui prendrait un élément et qui le ferait bouger, qui prendrait la neige. Tiens, je vais recomposer la neige ici, qui prendrait les chiens et qui s'amuserait à rejouer avec. C'est ça, un cinéaste qui rejoue à partir d'un tableau. Alors, à vrai dire, pourquoi il a pris ce tableau-là, je ne saurais pas dire du tout. Est-ce que c'est un tableau qui l'émeut beaucoup? Pourquoi ce tableau se retrouve chez Tarkovsky, Lars von Trier, Kiarostami? J'avoue que ma connaissance en histoire de l'art n'est pas suffisante pour connaître l'importance historique de ce tableau. Est-ce qu'il y aurait un lien avec une forme de multiplicité de points de vue à l'intérieur même de ce tableau? Oui, ouais, très certainement. J'avoue que je ne me l'étais pas figuré comme ça, mais je crois que tu as complètement raison.
le fait qu'il y a plusieurs tranches de composition dans le tableau. Il y a le premier plan où on est en haut de la colline, le plan en contrebas où on est en bas de la colline, et puis le plan au loin où on voit un petit village, un petit hameau. Et il y a cette idée, effectivement, de la multiplicité des points de vue au sein même du tableau, qui parle très certainement à Kiarostami. Et puis il y a une chose assez incroyable, c'est que, alors, je n'ai pas les termes techniques, mais en tout cas, comment on pourrait dire ça, sur le tableau, donc au premier plan, on va dire ça comme ça, au premier plan du tableau, il y a ces chasseurs qui arrivent, et il y a des traces. Et ces chasseurs laissent des traces. Et ça, je trouve que c'est extraordinaire parce que ces traces, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a déjà une histoire, ils viennent de quelque part. Il y a une histoire qui est hors champ aussi. Ouais. Et la force de ce film, qui est un film que j'ai plus ou moins aimé, certes, mais je trouve que la force de ce film, c'est que, autant, comme tu l'as très bien dit, on attend avec impatience le dialogue suivant, donc un plan qui dialogue avec un autre, mais il y a aussi le fait qu'on pense toujours à ce qu'on ne voit pas et ce qu'on imagine, c'est ce hors-champ. Donc, à l'intérieur d'un même plan, il y a le hors-champ et il y a l'attente de quelque chose qui arrive après. C'est fascinant. Oui. Et je crois que ça joue aussi parce que Kiarostami donne vie à ces plans, mais parce qu'il invite aussi le spectateur à imaginer à travers lui et avec lui qu'est-ce qu'il pourrait y avoir avant et après le plan et qu'est-ce qu'il pourrait y avoir derrière le plan. Parce qu'au-delà de la ligne temporelle d'avant et d'après le plan, il y a aussi le hors-champ physique. Typiquement, il y a un très beau plan où on voit des cerfs qui sortent d'une forêt et on entend un coup de feu. Et on se demande, est-ce que l'un des cerfs a été tué? Est-ce qu'au contraire, il fuit le chasseur? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe? Et rien n'est montré, c'est au spectateur d'imaginer et de faire sa propre histoire à partir des éléments que propose Kiarostami. Donc il y a un vrai dialogue, pour le coup, qui se lie outre-tombe, puisque le film a été montré au Festival de Cannes après le décès même de Kiarostami. Donc il y a un vrai dialogue qui se lie outre-tombe à travers le film et qui institue vraiment le cinéma comme un moyen de dépasser la mort, pour le coup. Et on y reviendra probablement, mais le dernier plan va clairement dans ce sens. Bah, attends, c'est incroyable parce que, enfin, bref, quand tu regardes le film pour la première fois, est-ce qu'il y a des moments où tu t'es posé cette question de savoir que dit ce film? Que veut dire ce film? Comme souvent, Kiarostami, quand il fait ses films, ça parle d'une société, mais ça parle aussi toujours de cinéma. C'est quoi le cinéma? À chaque fois qu'il est sur un projet de film, beaucoup de cinéastes le font, ça. Kiarostami est l'un des rares vraiment comme De Palma d'ailleurs, c'est-à-dire que seul le cinéma peut m'aider à raconter une histoire, mais une histoire, c'est pas du story, ça peut ne pas être du storytelling, c'est l'histoire au sens large. Et là où je veux en venir, c'est que est-ce que toi, à un moment, quand tu te retrouves face à cette expérience très forte de durée sensorielle, est-ce qu'il y a un moment, tu as quand même voulu te poser cette question de savoir, mais ce film, est-ce qu'il dit quelque chose? Est-ce qu'il dit quelque chose, pas forcément de politique, mais est-ce qu'il dit quelque chose sur la société, sur le cinéma, sur tout ça? Est-ce que tu t'es posé cette question ou pas du tout? Tu t'es laissé complètement emporter pas par le flux d'images, mais par le travail sur ces images-là? Il me semble que, moi j'ai écrit sur le film, je l'ai vu en sachant que j'allais écrire un article dessus. Donc, la vérité, tu connais ça aussi bien que moi, c'est qu'on est dans une disposition de spectateurs différente dans ces conditions. Donc, j'ai essayé quand même de ménager un peu la chèvre le chou, c'est-à-dire que j'ai essayé d'être un spectateur lambda et d'être un critique. Et bien souvent, malgré moi, j'ai été un spectateur lambda où j'ai été saisi de la beauté pure, simple et très ascétique, il faut le dire, de la composition des cadres, notamment un plan avec un oiseau en reflet derrière un paravent qui évoque dans sa composition aussi le cinéma d'Ozo. Donc, j'ai été pris par la beauté. Et en même temps, je me suis dit, comme tu le dis très bien, qu'est-ce que ça raconte? Finalement, qu'est-ce que veut nous dire Kiarostami quelque part? Et il me semble que ce qu'il dit, c'est deux choses capitales. La première, c'est que le cinéma est un moyen de dépasser les frontières du monde. Et si le cinéma américain, qui s'est construit sur le mythe de la frontière, a été si important dans l'histoire du cinéma, c'est parce que l'histoire même du cinéma, dans sa substance, est une histoire qui se construit en dehors des frontières. Et donc, je crois que ce que nous raconte 24 Frames, c'est que c'est un film qui veut s'affranchir des frontières. Comme Kiarostami lui-même, en tant qu'être humain, s'est affranchi des frontières.
quelqu'un qui est né en Iran et qui, de l'Iran, a interrogé le fonctionnement sociétal et culturel et religieux de l'Iran, qui, de cela, s'est affranchi aussi de frontières topographiques et géographiques dans l'Iran, en allant tourner en Italie, en allant tourner au Japon, en étant produit par la France, donc en devenant un citoyen du monde. Donc je crois que c'est ce que nous raconte le film. Le cinéma est un moyen d'être un citoyen du monde. Et puis la deuxième chose, moi, que j'ai vue dans la ligne de narration que le film traçait, et c'est ce qui fait que le film aurait tout à fait sa place comme installation d'art contemporain, c'est que le cinéma est aussi un point de parachèvement de l'histoire de l'art. Ça, il y a beaucoup de théoriciens qui glosent très bien là-dessus. C'est que le cinéma, c'est la figure de proue d'une histoire téléologique qui partirait de la peinture, qui passerait par la photographie et qui trouverait sa forme définitive et pour l'instant pas tout à fait dépassée, puisque le jeu vidéo, c'est presque encore autre chose. Mais le cinéma serait la figure définitive de l'évolution de l'histoire de l'art qui serait née depuis la peinture. Et de passer d'un premier plan sur un tableau de peinture, ensuite par des photographies que Kiarostami a faites lui-même, et en animant ces photographies pour en faire des œuvres cinématographiques, il y a comme ça une sorte de généalogie artistique qui se donne à voir. Quand tu parles, et on va parler aussi du dernier plan, mais quand tu évoques cette idée de cartographie, cette idée de mésomonde, et ben voilà, ça, il fallait que je la dise celle-là, cette idée très dandéenne, donc, et tout cela. Est-ce que chez Kiarostami, et le fait d'aller voir s'il y a des images un peu partout ailleurs, est-ce que le fait d'avoir cette dynamique de voir s'il y a des images ailleurs et de fabriquer des images aussi ailleurs, est-ce qu'il y a toujours cette peur chez Kiarostami, d'avoir peur d'être orphelin de quelque chose, d'être orphelin d'un manque d'images, d'un manque de pensée, comme on disait hors caméra. C'est-à-dire que je veux aller voir ce qui se passe ailleurs parce que j'ai toujours peur d'arriver trop tard et qu'il n'y ait plus quelque chose de l'ordre de l'image qui raconterait un geste, qui raconterait les traces silencieuses, qui raconterait cela. Parce qu'il quand même, il y a le Japon, il y a plus ou moins, il y a l'Italie, il y a aussi la France, même si c'est pas forcément très frontal, mais il y a quand même ce rapport aussi à la France. Enfin, il y avait quelque chose de très fascinant chez lui par rapport à ça. Ouais. Et peut-être, c'est de loin pas son meilleur film, mais un de ceux qui va le plus dans ton sens. Je ne m'étais pas formulé comme ça, mais en tant que réaliste, en tout cas en tant qu'héritier de Rossellini, ce qu'il est plus ou moins en vérité, c'est quelqu'un qui a ce sentiment d'urgence de saisir la trace avant qu'elle ne disparaisse. Et justement, ABC Africa, qu'il a tourné en Ouganda, un film de commande sur les méfaits du sida, qu'il est allé donc tourner pour, a priori, c'était sa commande, saisir quelles étaient les circonstances du sida en Ouganda. Et bien, il en a fait un film complètement autre. Il a fait un film sur la joie de vivre malgré le sida, plutôt que sur la terreur de vivre à cause du sida. Donc, c'est quelqu'un qui, en tant qu'iconoclaste, renverse les commandes et qui vient saisir la joie de vivre en Ouganda avant que le sida ne vienne tout terrasser. C'est un symptôme de son cinéma, mais ça se retrouve dans presque tous ses films. Dans Et la vie continue, qui est son deuxième film de la trilogie de Cocker qu'il a fait après Où est la maison de mon ami, il sillonne l'Iran pour tenir la trace, saisir l'empreinte de ce qu'est resté devenu Cocker après un tremblement de terre. Donc ça, c'est la vérité. C'est presque un documentaire là-dessus. Et à partir de là, il invente une fable du rapport entre un père et son fils, de comment, malgré tout, on peut survivre à la catastrophe. Donc c'est quelqu'un qui est à cheval, effectivement, entre prenons la mesure de la catastrophe et dépassons-la. Et de ce point de vue, c'est vrai qu'il dialogue beaucoup avec Godard sur comment dépasser et survivre à la catastrophe. Il y a quelque chose d'aussi très fascinant dans le film dont on parle, 24 frames, et ce premier plan, ce tableau, avec tous ces personnages, tous ces niveaux de lecture, toutes ces histoires en devenir, c'est que ce qui finalement intéresse Kiarostami, c'est pas forcément la représentation de tout ce monde, de ce collectif, c'est surtout ce qui l'intéresse, c'est les individus.
C'est d'essayer de comprendre chaque individu, chaque histoire. Chaque individu a une histoire. Et ça, c'est ça qui est extraordinaire. Et ça me rappelle souvent, pardon, mais toutes ces annonces publicitaires qui ont tendance à dire tous, alors que finalement, le plus important, c'est pas tous, c'est de comprendre que chaque individu a une histoire. Et c'est ça qui est très important. À partir du moment où on généralise quelque chose, on peut tomber dans l'excès le plus radical. Ça veut rien dire, mais tu comprends, dont le racisme, par exemple. Et j'aime beaucoup ça chez Kiarostami, le fait que je prends comme appui quelque chose où l'on voit beaucoup de choses et on n'a pas forcément l'idée de s'attarder sur plusieurs. Et lui nous dit maintenant, on va imaginer pour chaque individu, chaque motif. Et ça se retrouve aussi dans sa filmographie. Et ce qui est encore plus agréable, c'est qu'il vient d'une région cinématographique où on a tendance aussi souvent à parler du collectif. Et on s'intéresse moins à l'individu, alors qu'en s'intéressant à l'individu, on peut comprendre l'état d'une région, c'est ce que je remarque en tout cas chez lui. Oui, alors j'ai exactement le même sentiment. Moi, ce qui me repose beaucoup en voyant les films de Kiarostami, justement, c'est ça, c'est que les personnages ne sont jamais jugés. Par exemple, il y a dans Expérience et Le Passager des personnages de mère assez terrifiants, même un peu dans Où est la maison de mon ami, des personnages de mère assez durs, assez rudes, parfois injustes avec leurs enfants. Mais Kiarostami ne les juge jamais, de même que dans beaucoup de ses courts-métrages ou dans l'excellent documentaire que j'invite à voir à tout le monde et qui est dans le coffret des années Canoun, édité aussi par Potemkin, les enfants du cours préparatoire, où on voit un professeur confronté à des élèves qui parfois se disputent. Eh bien, Kiarostami les filme, mais sans jamais juger le prof, sans jamais juger les enfants et voilà, un enfant et l'autre, parce qu'il estime que, bien sûr, que l'enfer est pavé de bonnes intentions et que, comme on entendait dans la règle du jeu, le problème de ce monde, c'est que tout le monde a ses raisons. Et effectivement, tout le monde a ses raisons, mais c'est ce qui fait que l'humain est comme il est. Et la beauté, encore une fois, ce qui me reproche chez lui, tu l'as dit, hein, c'est que aucun personnage n'est jugé. Et ce dernier plan, c'est quoi? Qu'est-ce que ça dit, ce dernier plan? Enfin, c'est un peu compliqué de parler de ce dernier plan parce que j'ai très envie que les gens le découvrent quand même par. Sans rien dire de ce qu'il est, il y a une ouverture. Il y a quelque chose d'assez beau d'un cinéaste on a le sentiment d'aucun ressentiment, justement, d'aucune aigreur, d'aucun regret, ou que s'il en a, il les efface au profit d'une ouverture vers l'avenir du cinéma. Alors, est-ce que c'est un avenir glorieux? Parce que le cinéma est montré sous une autre forme que justement celui de la salle de cinéma, quoi. Mais moi, je le vois de manière assez optimiste et lumineuse, quoi. Cette fin ouverte. Cette fin, c'est assez, ouais, cette fin ouverte. Je me souviens plus exactement comment avait été reçu ce film quand il est passé à Cannes en 2017. Est-ce que tu te souviens un peu de la réception de ce film, de ce dernier film de Kiarostami, par la critique, par exemple? Alors, les articles que j'ai lus, qui sont restés de sa projection à Cannes en 2017, étaient forcément tous très élogieux. Il y a quelque chose aussi de la déférence qui est donnée à Kiarostami, qui offre là son dernier film après sa mort. Je pense aussi que les festivaliers qui sont allés le voir étaient un peu de la cohorte des conquis d'avance, et qui ont raison, hein, d'ailleurs. Mais je crois que ça a été un très bel accueil. Ce qui est un peu dommage, c'est que le film ne soit pas sorti en salle, même si je comprends, du moins du point de vue de l'exploitant, toute la difficulté de programmer un film et d'accompagner un film pareil. Mais pour le coup, les retours du public de cinéma auraient été passionnants sur un film pareil, parce que c'est un vrai objet à part, même dans la filmographie de Kiarostami, et surtout dans la vie commune d'une salle de cinéma. En tout cas, la critique a été très, très, et à juste titre, très élogieuse, je trouve. Et alors, je rappelle, je te pose une dernière question, mais avant cela, je rappelle que le film est disponible donc depuis le 4 mai, début mai en tout cas, de cette année. C'est édité chez Potemkin, une maison d'édition extraordinaire et très importante. Et oui, la dernière question, c'est que là, je parle bien évidemment aux Kiarostamiens. Ce serait, là, depuis quelques semaines, on assiste à plein de choses.
il y a des livres qui sortent, il y a des expositions qui se font, il y a des coffrets DVD qui sont édités, donc, que tu viens de nommer. Ce serait, pour toi, qu'est-ce qui laisse Kiarostami par rapport au cinéma? Déjà, beaucoup d'influence, je pense. Beaucoup d'influence. Il me semble que Kiarostami, il s'est aussi construit comme une sorte de pierre d'attouchement, de pierre en tout cas comment dire, de bascule dans l'histoire du cinéma. De bascule, comme il l'a été dans le cinéma iranien. De pierre d'achoppement, c'est ça le mot que je cherchais. De bascule dans le cinéma iranien, puisque par exemple c'est quelqu'un qui a fait dialoguer le réel et le cinéma iranien, comme dans Close Up, où il a fait dialoguer Mohsen Mohammad et la réalité du personnage du film, et entre l'histoire du cinéma, puisque c'est quelqu'un qui a toujours et longtemps défendu au sein même de son style une généalogie cinématographique, Tarkovsky, Oze, on l'a dit, mais qui surtout a beaucoup influencé le festival et le cinéma. Je dis le festival parce que au dernier festival de Vesoul en 2020, la majorité des films que j'ai vus étaient sous l'influence capitale de Kiarostami. Et pas seulement les films du Moyen-Orient, mais aussi les films du Kazakhstan, les films coréens, les films japonais. Beaucoup de films reprenaient notamment ces motifs de nature et de vallon avec ce sillon qui traverse les collines et qui, bien sûr, évoque le cinéma de Kiarostami. Donc, je pense qu'il y a une influence très forte chez Kiarostami, chez des Nuri Bilge Ceylan et chez plein de cinéastes asiatiques de façon générale. Moi, je sais que de sources sûres, en tout cas, que ce cinéaste-là influence beaucoup les cinéastes maghrébins et en l'occurrence en particulier algériens. Ça, je le sais pour en avoir discuté avec quelques-unes aussi. C'est un cinéaste très, très important dans leur conception du cinéma. Et la transmission continue et c'est une très, très bonne nouvelle. Merci beaucoup, Flavien, d'avoir accepté cette interview, d'être resté là, d'avoir discuté, d'avoir écouté mes divagations théoriques et d'y avoir apporté aussi tes éléments. C'était un plaisir de discuter avec toi et j'espère qu'on aura l'occasion de se retrouver pour discuter d'autres choses. Mais cette fois-ci, je prendrai ma caméra et c'est-à-dire qu'on pourra se voir et ce sera très bien. Je viendrai à Lyon parce que je suis sûr qu'il y a des choses à filmer dans ces salles de cinéma. Ça va être passionnant. Flavien Poncet, merci beaucoup. Je rappelle donc que tu es critique de cinéma, mais surtout responsable d'exploitation de 3 salles de cinéma à Lyon et qu'il y a un article que tu as écrit sur donc ce film-là, 24 frames, dont je mettrai en descriptif article. Et le DVD aussi, le Blu-ray, le combo, vous pourrez vous le procurer. Je mettrai un lien. C'était un plaisir. Merci beaucoup, Flavien. Merci à toi, Samir. À bientôt. À très vite. Allez, générique, c'est parti. In the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions, just my rifle.